Bonsoir à tous, bienvenue sur Africa Today Télévision. Si vous nous regardez, voici les principaux titres de l'actualité. Les musulmans du monde célèbrent la fête de l'Aïd el-Kabir dans quelques jours et dans le pays, particulièrement à Conakry. L'engouement de cette fête est peu perceptible par rapport aux années précédentes dû à la cherté de la vie. Ateliers de couture, boutiques de vêtements, salons de coiffure et surtout points de vente de moutons. Tous ressentent cette situation et nos reporters ont fait un tour dans ces différents lieux. Vous suivrez leur constat dans cette édition. On ira également à l'intérieur du pays où plusieurs prisonniers de la maison d'arrêt de Pita se sont évadés. Ils ont réussi à fuir en s'attaquant aux gardes de la prison. Aucun d'entre eux n'a encore été retrouvé. Dans le monde, la Corée du Nord a annoncé avoir effectué son 5e essai nucléaire ce vendredi. C'est le test le plus puissant mené jusqu'alors. La Corée du Sud, les États-Unis et même l'allié de Pyongyang, Pékin, dénoncent une grave violation des résolutions de l'ONU. Il est 20h sur ce plateau, c'est tout pour le sommaire de ce journal. Comment renforcer la gouvernance des ressources marines et côtières de la Guinée? La question préoccupe le ministère de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime. C'est dans ce cadre que s'est tenu ce vendredi à Conakry l'atelier national sur le suivi de l'indice de gouvernance des ressources marines et côtières. Il est organisé par le Centre national des études de sciences halieutiques de Boussoura, appuyé par les partenaires. Le compte rendu de Diao Bachir. Les côtes marines des pays ouest africains sont réputées riches et variées en ressources halieutiques. Mais selon des constats, elles ne sont pas suffisamment protégées et valorisées. C'est pour justement inverser cette tendance que les autorités guinéennes, à travers le ministère de la Pêche, a initié cet atelier national sur le suivi de gouvernance des ressources marines et côtières. L'objectif visé est de réduire la pauvreté au niveau des pays concernés par le projet dont la République de Guinée. On est en train de développer des activités pour pouvoir suivre régulièrement, développer des indicateurs pour pouvoir suivre l'indice de gouvernance de ces ressources marines et côtières. Au niveau national, c'est pour ça que nous sommes là, pour cet atelier-là, pour voir en termes d'efficacité, est-ce que les politiques de gouvernance sont efficaces? Est-ce que ces politiques de gouvernance des ressources marines et côtières sont transparentes? Pour le directeur général du Centre national des études de sciences de Boussoura, la Guinée vient déjà de franchir un pas important dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite et elle compte renforcer cet acquis pour gagner le pari. Vous ne laissez sans savoir que la Guinée vient de sortir de la pêche illégale grâce à une bonne gestion de nos ressources. Donc voilà un indice qu'il faut calculer, qui rentre dans la performance. Et l'ensemble des mesures de gestion, de gouvernance, des outils de gouvernance pour une bonne préservation de nos ressources marines. Et mieux que ça, le pays a constaté un impact positif suite au repos biologique sur la pêche artisanale. Nous avons fait des enquêtes au niveau de tous les débarcadères de la Guinée. Les zones de pêche se sont rapprochées. La quantité de carburant que consommaient les pêcheurs s'est considérablement réduite compte tenu de l'émergence de plusieurs espèces dans les captures et le non-éloignement maintenant des zones de pêche grâce à l'instauration de ce repos biologique. Depuis 13 mai 2016, la Commission sous-régionale des pêches coordonne les activités qui concernent la gestion des stocks partagés au niveau des 7 pays concernés par le projet Goamer Guinée. À l'intérieur du pays, 13 prisonniers viennent de s'évader de la maison d'arrêt de Pita. Ces détenus ont réussi à prendre la poudre d'escampette en s'attaquant aux gardes pénitentiaires à l'aide de bois. Aux dernières nouvelles, aucun d'entre eux n'a encore été arrêté. Les recherches se poursuivent. Les précisions avec Sayon Kourouma. C'est une étonnante évasion de prisonniers que la préfecture de Pita a enregistrée dans la matinée de ce mercredi à la prison civile de la localité. Sur la quarantaine de détenus, 13 ont pu s'échapper après avoir violenté les 2 gardes pénitentiaires qui les surveillaient. Le juge de paix de Pita, Alassane Taran Diallo, revient ici sur les circonstances de cette fuite. C'était vers 9h. Un détenu a reçu ce parent. Il a fini le contact avec ses parents. Il devait rentrer maintenant à l'intérieur de la prison.
lorsque le garde qui l'accompagnait est venu ouvrir, semble brusquement la porte, on va trouver qu'un groupe était déjà mobilisé à l'intérieur pour les attaquer avec des bâtons pour les vraiment tabasser. Des gardes étaient mis au sol. C'est ainsi que les autres prévenus qui étaient à l'intérieur ont profité. Pour Alassane Taran Diallo, parmi les fugitifs figurent des prisonniers qui sont poursuivis pour des faits criminels, un deuxième groupe de détenus correctionnels et des condamnés pour des faits correctionnels. C'est pourquoi actuellement à Pita, les forces de l'ordre de la localité sont à leur trousse. Il y a l'espoir parce qu'on est vraiment mobilisé. Vous me voyez au bureau à par erreur. On est en train de travailler. La gendarmerie a eu un peu de moyens avec la police. Et les agents, certains agents aussi, sont en train de sillonner dans les sous-préfectures environnantes. Déjà, la police, la gendarmerie de différentes localités ont été aussi informées. Donc la vigilance est de mise. Les recherches sont en cours, nous avons quand même l'espoir de récupérer. À Pita, selon le juge, l'on compte aller jusqu'au bout dans cette affaire. Tout est mis en branle, même au plan régional, pour que lumière jaillisse. Les enquêtes sont en cours, je ne voudrais pas anticiper. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le parquet des Mamou aussitôt informé, le procureur a dépêché le substitut, il est venu toute la journée, on a travaillé ensemble. Et immédiatement, une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les causes. Donc, évidemment, les autorités sont au pied d'œuvre pour prendre des mesures pour éviter que cela arrive. Ce n'est pas une première que des détenus réussissent à s'évader des prisons en Guinée. Il y a juste un an, un nombre indéterminé de prisonniers avait pris la tangente de la prison centrale de Pita en profitant de la grande prière du vendredi. L'Aïd el-Kabir ou fête des moutons approche à grands pas. Immoler un mouton étant une obligation pour le musulman qui en a les moyens. Les points de vente des petits ruminants sont de plus en plus prisés. Mais sur place, vendeurs et acheteurs dénoncent la conjoncture économique difficile de la Guinée. Le constat de Moussa Sefa Kamara. Immoler un bélier ou un chameau en imitant du sacrifice fait par Abraham s'impose à tout musulman qui en a les moyens à l'occasion de l'Aïd el-Kébir. En ce Tabaski 2016, en dépit de la conjoncture difficile, les points de vente des petits ruminants ne désemplissent pas. À quelques 72 heures du jour-ci, nous sommes à Dixine. On y rencontre plus de demandeurs que d'acheteurs. Nous savons que c'est très dur, mais ça se passe pas tellement mal. Les clients viennent petit à petit. Donc nous aussi on est là, nous vendons des moutons au fur et à mesure que les clients viennent. Nous savons que c'est pas facile tellement. Pour Mfali Doumbouya, cette flambée des prix n'est nullement d'un fait fantaisiste. Il y a bien des raisons. Vu l'état de route aussi et les taxes, c'est cher. Donc quand on envoie des moutons, il faut les vendre pour avoir au moins son petit pain aussi. Cette année, le prix d'un mouton selon la qualité varie entre 1 200 000 à 1 500 000 francs guinéens. Par rapport aux années précédentes, les clients se plaignent. Comparativement aux années antérieures, le prix était abordable. Mais actuellement, la vie est chère avec l'inflation. On ne peut pas les condamner aussi. Le prix est élevé parce que si tu veux un bon mouton, il faut payer 1 500 000, 1 300 000. À l'approche de chaque fête en Guinée, les prix gonflent sur le marché entre vendeurs et clients. L'on s'accuse mutuellement, au point qu'on se demande à quand la fin de cette situation qui n'a que trop duré. Et puis, contrairement aux autres années, à quelques jours de cette fête de Tabaski 2016, l'engouement dans les ateliers de couture et boutiques de vente de vêtements est peu perceptible de l'avis des couturiers et vendeuses de tissus rencontrés par notre reporter au marché Niger. Par exemple, cette situation s'expliquerait par la cherté de la vie à laquelle la population guinéenne est confrontée. Le constat avec Saloum Kondé.
Les activités tournent au ralenti cette année dans la plupart des ateliers de couture et boutiques de vente d'habits. L'affluence est de moins en moins perceptible cet après-midi dans cet atelier en plein cœur du marché Niger de Kaloum. Pourtant, selon le maître, l'atelier faisait la convoitise autrefois à l'approche de la fête de Tabaski. Un fait que déplore Ali Badara Kondé. Nous sommes là, la position c'est pas comme la fête de Ramadan. Vous voyez, la fête de Ramadan c'est abondante. Vous allez voir les clients n'importe comment. À l'heure actuelle c'est pas comme ça. S'ils viennent abondamment, comme ce que je viens de vous dire, voilà, il y aura du travail, mais s'il ne vient pas abondamment, nous travaillons moche. Bon. Malgré ces cris de cœur de Ali Badara, ces apprentis travaillent d'arrache-pied pour satisfaire à temps les quelques rares clients. Autre situation, c'est la flambée des frais de couture. Venu chercher sa tenue de fête, soirée Mariam s'en plaint. Il y a une légère hausse quand même des prix, vu les difficultés de la vie. Par exemple, l'année passée, on pouvait coudre un complet à 150 000, 200 000, mais cette fois-ci, quand on veut vraiment de la qualité, on est obligé d'aller jusqu'à 250 300 000 pour certains. Les ateliers de couture ne sont pas les seuls frappés par la rareté des clients, les boutiques aussi. Madame Mara, autrefois spécialisée exclusivement dans la vente des bazins, mais vu la conjoncture, elle vend désormais en fonction de la demande. Il n'y a pas de clientèle. Nous sommes là, on est parti, on a voyagé, on a envoyé des marchandises, ça ne marche pas. Les gens n'ont pas d'argent, tout le monde est en train de pleurer. Donc si ça ne va pas au niveau des bureaux, donc nous aussi on ne peut pas gagner ici. Vous avez vu déjà, je n'ai pas que de tissu, je mélange. Je mélange pourquoi? Pour que ça marche. Ces dernières années à Conakry, la veille des fêtes musulmanes ou chrétiennes se caractérise souvent par la cherté de la vie, témoignent des citoyens. Et pour ceux qui comptent faire cette fête au village, les gares routières ne désemplissent pas de voyageurs. Ils sont nombreux les fidèles qui entendent célébrer l'Aïd el-Kabir auprès de leurs parents à l'intérieur du pays. Ils veulent matérialiser leurs souhaits malgré le coût élevé du transport. Salut Yombo. La gare routière de Madina. Ce jeudi, l'affluence est plus grande que les jours précédents. À 72 heures de la fête de l'Aïd el-Kabir, des fidèles musulmans se présentent au lieu d'embarcation. Pendant que certains attendent leur ticket près de leurs bagages, d'autres mettent leurs sacs à l'abri de tout vol. Chacun veut rejoindre ses parents à l'intérieur du pays pour y passer la fête, une preuve d'amour envers eux. Je suis là pour voyager, pour aller faire la fête là-bas à Kankan. La famille se trouve là-bas, donc c'est vraiment une harmonie de se retrouver là-bas, la joie, donc tout le monde va là-bas pour aller fêter. C'est chaque année on fait ça. Cependant, ces passagers ne restent pas sans contrainte. Le premier souci auquel ils font face, c'est l'augmentation des frais de transport. Je pense que non, c'est un peu difficile, puisque non, c'est l'approche de la fête. Avant c'était 100 000 francs, mais ils ont fait ça maintenant à 120 000 francs. Le transport maintenant, donc ils ont fait une augmentation par rapport à ça. Le tarif a augmenté. Sur les raisons de l'augmentation de ces tarifs, le syndicat des transporteurs de Madina n'a pas voulu se prêter à nos questions. Le responsable de la ligne de Kankan, lui, nous a clairement fait entendre qu'il n'a rien à dire. À la différence des gares routières remplies, les salons de coiffure par contre peinent à s'en sortir. La clientèle se fait rare. La plupart des coiffeuses et même certains clients crient à la cherté de la vie. Notre reporter Djanka Sissé a fait le tour de quelques salons de coiffure. Suivez son constat. Il est 12 heures, nous sommes au quartier Corentine dans la commune de Kaloum. Dans un salon de coiffure de cette localité, Mariam Doumbouya a enfin sa première cliente de la journée. Plusieurs heures avant, elle ne recevait que des metteuses de perruques qu'elle fait avec l'aide de ses apprentis. Il y a de quoi se réjouir. Je peux remercier le bon Dieu. Quand même, je reçois les perruques quand même. Par jour, je peux recevoir les perruques 20, 15. Mais la fête de Tabaski, les gens ne sont pas motivés comme la fête de Ramadan. Vu la conjoncture économique difficile, la maîtresse coiffeuse a revu les prix de ses prestations à la baisse. Mais la clientèle, elle se fait toujours rare, contrairement aux fêtes précédentes. Si c'est le tissage, ça valide de 40 000, 50 000. Si c'est les cheveux, 50 000, 70 000, 80 000. Les perruques, des fois, je mets les perruques 80 000. Parce que vous savez que, quand même, dans ce temps-là, il n'y a pas. Les gens ne gagnent pas de l'argent. On se débrouille.
Le constat est le même chez les hommes, eux aussi qui se plaignent de la rareté de la clientèle. On n'a pas encore reçu des clientèles, mais on est à l'attente quand même. Puisqu'il y a eu des appels par-ci par-là, on est à l'attente. Et on a l'espoir aussi qu'il y aura des clientes. Malgré ces quelques difficultés, les coiffeurs restent confiants et espèrent avoir plus de clients d'ici le jour J. Au Gabon, les suites de la crise post-électorale après la présidentielle du 27 août, Jean Ping a finalement déposé un recours devant la Cour constitutionnelle contre le président réélu Ali Bongo. L'opposant conteste toujours les résultats et demande le recomptage des voix dans la province du Haut-Ogooué, fief de la famille Bongo. Suivez. Entouré de ses partisans, Jean Ping annonce qu'il saisit la Cour constitutionnelle à quelques heures de la clôture du délai légal de contestation. L'opposant a demandé des garanties, comme le précise son porte-parole interrogé sur France 24. Ce que nous demandons à la Cour, c'est de faire en sorte que ce recomptage se fasse de façon contradictoire, en présence des représentants à parité des deux partis au contentieux et d'experts internationaux. Ce qui permettrait de garantir en fait la transparence et le respect du pluralisme. Le recours déposé par l'opposition concerne le Haut-Ogooué. Cette province, qui est le fief d'Ali Bongo, cristallise les tensions depuis la proclamation des résultats le 27 août dernier. Le président réélu y est crédité de 95% des suffrages, avec une participation qui a frôlé les 100%. L'opposition continue de contester ces résultats. L'Union africaine, qui devait envoyer une délégation au Gabon pour trouver une solution à la crise électorale, a reporté sa mission sine die. Le gouvernement, de son côté, affirme que la situation est sous contrôle. Il n'y a pas, comme vous le craignez, péril en demeure. Il n'y a pas dans notre pays une situation sécuritaire explosive, une situation humanitaire explosive qui justifierait une intervention plus ou moins musclée de la communauté internationale. La situation est pourtant tendue depuis la proclamation de la victoire d'Ali Bongo. Les positions semblent irréconciliables et les Gabonais redoutent de nouvelles violences. La Cour constitutionnelle dispose maintenant de 15 jours pour se prononcer. En France, 3 jeunes femmes ont été interpellées suite à l'affaire de la voiture aux bonbonnes de gaz trouvées. Elles s'étaient radicalisées et l'une d'elles a prêté allégeance au groupe État islamique. 2 au moins auraient tenté de mettre le feu au véhicule retrouvé le week-end dernier près de Notre-Dame de Paris. Suivez. C'est dans ce quartier de Boussy-Saint-Antoine, à une trentaine de kilomètres de Paris, que l'opération antiterroriste a été menée. Il est 19h lorsque les policiers de la DGSI interpellent 3 femmes. L'une d'elles, armée d'un couteau, blesse un agent à l'épaule. Les forces de l'ordre ripostent par des tirs. Les 3 femmes sont finalement appréhendées. L'une d'elles est blessée. Ces jeunes femmes, âgées de 39, 23 et 19 ans, radicalisées, fanatisées, préparaient vraisemblablement de nouvelles actions violentes et de surcroît imminente. Parmi les 3 femmes arrêtées, Inès, 19 ans, qui fait l'objet d'une fiche S pour radicalisation. Elle était activement recherchée par la police, car c'est l'une des filles du propriétaire de la voiture sans immatriculation, retrouvée près de Notre-Dame de Paris le week-end dernier. Le véhicule immobilisé et feu de détresse allumé contenait 6 bonbonnes de gaz et 3 bouteilles de gasoil. Mais aucun système de mise à feu n'a été retrouvé sur place. Les enquêteurs tentent de comprendre ce que faisait cette voiture garée en plein quartier latin. Le père de la jeune fille a été mis hors de cause. 4 personnes sont toujours en garde à vue dans cette affaire. Il s'agit de 2 frères et de leur compagne. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet antiterroriste de Paris pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Le tremblement de terre ressenti ce vendredi en Corée du Sud n'est autre que le 5e essai nucléaire réussi du régime de Pyongyang depuis 2006. C'est le test le plus puissant réalisé à ce jour. Regardez. L'annonce a été officialisée par la télévision nord-coréenne. C'est devenu une tradition pour la propagande du régime.
Nos scientifiques et nos techniciens de l'Institut des armes nucléaires ont mené à bien un essai nucléaire sur notre base d'essai afin de tester une nouvelle tête balistique. C'est le 5e essai du régime de Pyongyang depuis 2006. Il est considéré comme le plus puissant, 2 fois plus que le dernier en date en janvier 2007. En mars dernier, Kim Jong-un annonçait que son pays avait réussi à miniaturiser une nouvelle technologie balistique, une affirmation mise en doute par les experts occidentaux. Les réactions internationales ont été immédiates. La Corée du Sud voisine dénonce la nouvelle provocation du régime de Pyongyang. Le gouvernement sud-coréen et la communauté internationale condamnent fermement cet acte de provocation inacceptable, qui est une violation avérée des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. La présidente sud-coréenne a convoqué en urgence son Conseil de sécurité nationale. Barack Obama, de son côté, a prévenu qu'il y aurait des conséquences graves. Tokyo dénonce un acte intolérable et veut inscrire le dossier à l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies. Malgré les sanctions internationales, le régime de Pyongyang dit vouloir continuer à augmenter ses capacités nucléaires. Et on finit cette édition d'information avec ce grand pèlerinage musulman qui débute ce samedi et près d'1,5 million de fidèles sont arrivés à la Mecque. Un an après la grande bousculade qui avait fait plusieurs morts, des mesures de sécurité ont été renforcées. Plusieurs méthodes sécuritaires sont mises en place cette année pour le déroulement du Hajj sans incident. Reportage. Dans cet hôpital, médecins et infirmiers reçoivent les premiers pèlerins. Ces derniers bénéficient de soins gratuits. L'établissement Al-Nour est l'un des 25 hôpitaux de la Mecque à s'être préparé spécialement pour la saison du Hajj. Plus de 5000 lits sont prêts à recevoir des fidèles. Mais d'autres mesures ont été prises en prévision de l'afflux. L'hôpital s'est préparé pour le Hajj de cette année en renforçant les services critiques. Nous avons renforcé en particulier la salle d'urgence, les soins intensifs, les interventions chirurgicales et d'anesthésie. Mais nous avons aussi renforcé les équipes de médecins, de spécialistes et d'infirmières. Par ailleurs, un centre spécialement conçu pour les insolations a été ouvert. Le personnel médical veut se tenir prêt. La température avoisine actuellement les 45 degrés. Enfin, le ministère de la Santé a fourni à l'hôpital des ambulances hautement équipées. 51 serviront au transport des pèlerins vers les établissements médicaux. L'Arabie Saoudite joue sa réputation sur l'organisation du Hajj. En 2015, une bousculade avait fait 769 morts selon Riyad et plus de 2000 selon le décompte pays par pays. Cette année, le royaume a donc renforcé la sécurité. Les fidèles recevront notamment des bracelets électroniques contenant de nombreuses données médicales et personnelles, une manière d'aider les autorités à soigner, mais aussi à identifier les pèlerins. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous pour l'attention. Excellent week-end sur TATV.